C'est difficile d'introduire un colloque comme celui-ci, c'est Eric Orsena qui l'a fait. C'est pas évident non plus de le conclure, ce colloque. Et on va demander à quelqu'un de fidèle de le conclure. Évidemment, il y a l'après-midi, hein, partez pas, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses cet après-midi, avec Eric Ruff, avec Christophe Barbier en particulier, et puis Roger pourra clore ce 11e colloque. Difficile aussi de le présenter. Mais il y a une idée de stature qui m'a un peu inspiré. Il est haut comme 15 bapaumes. Ce grand homme est avant tout un infatigable serviteur de l'humain. Il est venu des Hauts-de-France et il est de retour au sommet de l'État pour une mission hautement symbolique. Et alors en plus, il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est quand il était jeune, en culotte courte, enfin pas si courte que ça, parce que moi, 1m88, je fais figure de petit. Figurez-vous qu'il fréquenta à Amiens le collège de la Providence. Eh oui, Jean-Paul Delevoye. Bienvenue à toi, Jean-Paul. Si je veux poursuivre, je vais essayer, c'est compliqué, c'est un challenge difficile d'être à la hauteur. Je vous ai tous écoutés les uns et les autres, effectivement, la difficulté, c'est de conclure, et en réalité, je pense que c'est impossible de conclure, sauf que c'est peut-être intéressant. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, j'ai changé 5 ou 6 fois de conclusion. Et je vais peut-être vous surprendre parce que j'avais été très frappé dans ce qui est clair. Tous les messages montrent une formidable opportunité parce que tout va changer en très peu de temps. En très peu de temps. J'entendais tout à l'heure M. Moreau parler de l'absence de perception pour 20% des CSP-. Étude de l'OCDE, l'intelligence artificielle va complètement bouleverser le monde salarial. Et ceux qui vont en prendre plein la figure, c'est les non-diplômés. Et c'est ceux qui ne sont pas conscients de ce qui va arriver. De l'autre côté, dans l'élite, on voit aussi que les professions du droit, du chiffre, de la santé vont être complètement impactées. Et donc, dans ces moments où je suis très frappé par la pertinence de la phrase, souvent je répète, de Julia Kristeva, l'homme a un impérieux besoin de croire. Et aujourd'hui, qui croire et que croire? Et on voit bien que l'entreprise peut être un facteur extrêmement anxiogène ou extrêmement apaisant, de même que le monde public, le monde familial. Ce qui déjà pose la question du profil du manager. J'ai été très frappé dans les dernières élections européennes que probablement, mais c'est une analyse totalement personnelle, les choix n'ont pas été faits sur l'aspect programmatique. Ils ont été faits sur un sentiment de sincérité. Je pense qu'on a, à tort ou à raison, accusé M. Wauquiez d'insincérité. On a plutôt soutenu M. Jadot sur la sincérité de son combat. Et on a eu un clivage très marqué sur Macron. C'est intéressant de voir que souvent on estime que la France est un pays assez curieux qui juge les gens sur la fonction. Et la fonction étant directement, et la qualité de la fonction étant directement liée à la qualité du diplôme. Je pense que dans un monde où plus personne ne sait ce que sera la vérité. Les types les plus dangereux, c'est ceux qui sont sûrs de ce qui va se passer demain. Que le doute socratique doit être au cœur de toutes nos prises de décision. On voit bien qu'on aura besoin de proximité et d'un crédit que l'on accorde à celui qui va vous montrer le chemin. Et que donc être attentif à la question pour tout dirigeant, quel est le crédit que m'accordent celles et ceux dont j'ai la charge?
J'ai été frappé aussi par la fable de La Fontaine de Jean-Pierre, du chien et du loup. Mais si on commente cela, on s'aperçoit que les loups sont très minoritaires par rapport aux chiens. Ça veut dire celles et ceux qui acceptent de ne pas remettre en cause leur espace de liberté et d'indépendance sont beaucoup moins nombreux que celles et ceux qui acceptent une contrainte à condition qu'on s'occupe de leur matérialité. Et c'est Boris Cyrulnik qui m'avait interpellé en disant « Mais Jean-Paul, n'oublie pas que dans un collectif, une nation, un peuple, une entreprise, tu as 10% de managers et tu as 80-90% de gens qui veulent le suivre. » Ce n'est pas du tout une critique. Il y a celles et ceux qui veulent assumer une responsabilité de conduire un groupe, une entreprise, et il y a celles et ceux qui disent non, je ne peux pas assumer cette responsabilité, mais je veux bien participer à être un des acteurs de la réussite du collectif. Quatrième enseignement que je retire, c'est que nous sommes un peuple d'ingénieurs, un peuple cartésien, qui très souvent dans le management cherchait à mettre les entreprises avec des chiffres. J'ai beaucoup entendu le débat sur les indicateurs, je suis extrêmement attentif à ça. Mais on a souvent eu un management par courbe, on a même eu, pardonne-moi Myriam, mais un président de la République qui a même mis son avenir de candidat sur une courbe. Mais je ne dis pas ça du tout en termes de critique, c'est en termes d'analyse. Or, on ne fait pas rêver les gens pour une courbe. Et la différence entre un leader et un manager, c'est qu'un manager, il gère un problème, et on a souvent essayé dans la performance ou dans l'aspect performatif d'améliorer la capacité des managers à gérer des problèmes. On passe à côté de l'essentiel parce que le leader, c'est celui qui fait rêver. Et Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Et les cauchemars dans lesquels nous vivons, il faut être attentif à ça. Moi, j'avais été extrêmement marqué depuis très très longtemps par ces pulsions citoyennes que je voyais émerger un peu partout, y compris aux États-Unis, contestant dans le pays du capitalisme le capitalisme. Madame Clinton n'a toujours pas compris Bernie Sanders. J'avais été très frappé que nous rentrions dans une période de pathologie du futur. Lorsqu'il y avait il y avait un dogme qui montait sur le monde occidental qui était le progrès économique égale le progrès social. Et dans ce progrès économique égale le progrès social, l'évidence était telle, y compris avec la chure du mur de Berlin, qui avait montré la fin de l'histoire de toute forme alternative collectiviste. Les dirigeants politiques et quelquefois les dirigeants économiques, on a mis dans l'insouciance celles et ceux qui pourtant avaient besoin d'être éduqués. J'étais très frappé dans l'aspect de l'éducation, parce qu'on disait, vous inquiétez pas, nous on s'occupe du futur, vous vous occupez du présent. Et donc ce qui est important, c'est l'aspect performatif, engagez-vous, vous inquiétez pas, la stratégie c'est de notre rôle, y compris d'ailleurs, avec Carole et Myriam l'évoquaient, avec d'ailleurs une dissociation. Les syndicats sont là pour contester, nous on est là pour... Et donc le partage du pouvoir n'était pas quelque chose de parfaitement compatible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, on se mobilisait pour des utopies collectives. J'étais communiste, j'étais collige, j'étais centriste, ou j'avais une utopie religieuse. J'étais prêt à me défiler. Et là, on voit apparaître, gilets jaunes et autres, on voit des gens qui ne se battent plus pour une utopie du futur, mais pour la survie de leur quotidien. Et avec cette angoisse du naufragé, qui peut même taper sur le sauveteur. Et on a de l'autre côté des jeunes qui se mobilisent pour l'exigence d'un futur que notre génération a dégradé. Et donc je pense que nous devons être attentifs à cette notion de pathologie du futur. Parce que, est-ce que les collectifs ont toujours raison? Et c'est tout le débat qu'on avait avec Pascal Lamy et d'autres sur démocratie, dictature, etc. J'étais très frappé de la pièce d'hier. Je me suis endormi au bout de 10 minutes, donc c'est plutôt ma femme qui m'a raconté.
lorsque on a vécu l'Anschluss, 2 jours après, toute la presse britannique et la presse anglaise, française, sauf 3 titres, mettaient en une Hitler, homme de la paix. Que toute la population anglaise et la population française critiquaient vivement les Mendès, les De Gaulle, les Winston. Pour réarmer, ils voulaient la paix. Et donc, il peut y avoir des pulsions collectives qui peuvent amener à quelque chose d'assez terrifiant. Dans un livre de Bernanos, 40-45, vous aviez beaucoup de gens qui s'interrogeaient pourquoi les Allemands avaient pu voter Hitler, pourquoi il y avait tant de collaboration en France. Et Bernanos avait écrit un livre qui, je crois, s'appelle « Le silence des imbéciles ». Et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est quand les gens se taisent. La mort d'une démocratie, c'est quand les citoyens ne parlent plus. » Et il parlait de la coagulation des haines, qui était l'apanage des gens qui étaient humiliés. Et en réalité, moi je suis perturbé aujourd'hui dans ce monde où je crois on crée beaucoup plus de gens humiliés qu'on l'imagine. Quand vous êtes à Bac plus 7, payé au SMIC, quand vous êtes viré à 40 ans, quand etc., 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 etc. Et qu'en réalité, quand vous regardez ça, les dictatures sont en train d'allumer un combustible extrêmement solide pour les soutenir. Erdogan a redonné fierté au peuple turc. Xi Jinping a redonné fierté au peuple chinois. Poutine a redonné fierté au peuple russe. Et ce qui est le moteur de la réussite de vos entreprises, c'est la fierté des salariés par rapport à leurs dirigeants, parce que le dirigeant, volontairement ou involontairement, incarne, et parce qu'ils sont devenus acteurs et responsables. Et moi, je suis extrêmement optimiste et pessimiste en même temps. Car je crois que tout être humain est capable du meilleur. Mais la foule peut être capable du pire. Et Victor Hugo ne cessait de nous appeler en disant « Il y a des moments où la foule écrase le peuple ». Et l'on voit bien qu'en réalité, la force d'une entreprise, la force d'un État, c'est quand chaque individu se sent fier d'appartenir, il y a un aspect identitaire, de construction, qu'il se sent reconnu. Je suis une merde dans la rue, mais peut-être que là, dans mon entreprise, on me demande d'être le meilleur. Et quand un politique me demande, etc., je suis même un peu surpris. Et que dans l'entreprise, il y a quelque chose peut-être de positif, c'est que vous demandez à chacun de s'investir en étant responsable et acteur d'un projet collectif, en donnant du sens à son travail, mais que le manager, et c'est toute la difficulté, ne doit pas apparaître au service d'une partie de l'entreprise, uniquement les actionnaires, mais au service d'un projet collectif, dans lequel il doit y avoir un partage des efforts et un partage des responsabilités. Je pense que nous sommes dans un moment où on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais je crois qu'on a besoin de retrouver du sens, donc de l'éthique. L'éthique de la responsabilité et l'éthique de l'action. Et quand j'entends parler de formation sur droits et devoirs, je suis frappé que la Révolution française avait donné à chaque individu la possibilité de devenir citoyen en lui donnant 2 armes. Le vote et l'impôt. Et je suis frappé que dans toutes nos démocraties modernes, le vote est une arme qui devient de plus en plus fragile et l'impôt, un outil de plus en plus décrié. Et je crois que cette période que nous allons vivre et qui va nous interpeller sur le changement climatique en réalité, ce n'est pas le changement climatique qui est important.
c'est est-ce que nous allons être capables de changer notre comportement pour nous sentir responsables et solitaires de l'autre, même si je ne l'aime pas, l'Africain, pour faire en sorte de pouvoir peser par notre décision collective sur les défis que nous livre le changement climatique. Et donc nous sommes en réalité dans un moment où les technologies peuvent nous apporter toutes les réponses, les capitaux sont en surabondance, mais il y a deux éléments qui posent débat. La problématique de la temporalité. Est-ce que nos systèmes de management sont capables de concilier le court terme que demandent les actionnaires ou les élections et le moyen terme? Mais le deuxième aspect qui est le plus important, c'est comment modifier l'effet comportemental de chaque individu. Et sur cet effet comportemental, en réalité, nous sommes aujourd'hui sur la bataille des esprits et des consciences. Quand nous étions dans une société rurale, la fertilité des sols et la technicité des agriculteurs étaient un élément important. Lorsqu'on était dans l'industrie, la technologie, la maîtrise des capitaux, la maîtrise des matières premières était un élément important. La bataille qui se joue aujourd'hui, c'est qui va impacter votre cerveau pour modifier votre comportement de vote, de consommation, de pensée. Et comme tous nos systèmes éducatifs ont été sur des transferts de compétences et de connaissances, et non pas d'éveil des consciences, l'on voit bien qu'on va avoir se créer des communautés qui peuvent se rassembler par les haines, par les peurs, plutôt que par les espérances. Le combat qu'il a fallu mener pour faire comprendre aux Français qu'il fallait se vacciner était très compliqué. La diminution de la puissance publique par la raréfaction des capitaux publics, comment mettre en place une régulation publique sur les sujets de demain qui, pour la première fois, ne demandent pas aux politiques de repousser les limites, mais d'obliger aux politiques de se dire quelles sont les limites à ne pas franchir sur le transhumanisme, sur la manipulation génétique, sur la protection de la forêt, etc., etc., etc. Or, tous ces débats, l'acteur politique numéro un dans les entreprises comme dans les opinions, comme dans les États, c'est plus le politique, c'est plus l'idéologie, c'est l'opinion. Et dans vos entreprises comme dans les États, dans les périodes les plus folles, dans les périodes les plus troubles, les rumeurs les plus folles trouvent leur terreau. C'est où est la vérité? Où est, à quoi l'opinion va croire? Qui va enflammer l'opinion? Qui va apaiser l'opinion? Avec cette tenaille redoutable dans laquelle nous emmènent les élites, les populistes, toute forme de pouvoir médiatique, économique, politique est associée à l'élite. Et toute élite est forcément corrompue. Et donc, face à la corruption, il y a forcément le peuple vertueux, au point d'ailleurs, et je suis favorable à la démocratie participative, mais dès qu'un jury citoyen est mis en place, le citoyen apparaît comme vertueux parce qu'il a la virginité politique. Et on peut avoir que la responsabilité de demain des porteurs de rumeurs ou des porteurs de vérité, que sont les acteurs sociaux, que sont les dirigeants économiques, peuvent être complètement déstabilisés. Tout système politique, tout système économique, le plus puissant soit-il, ne pourra jamais se construire sur la désespérance des hommes et ne pourra pas être stable dans ses investissements et dans ses projets s'il n'a pas la capacité de construire la stabilité des opinions. Et l'on voit bien le caractère extrêmement brutal de la fusion Bayer-Monsanto. Et ça n'est que le début. Et ça n'est que le début. Et c'est là où on peut avoir de formidables mobilisations si l'on ne prend pas le temps, sur le plan du parcours de l'éducation, sur le plan du parcours politique,
de faire en sorte que chaque citoyen, qui est un acteur potentiel d'une dictature émotionnelle, parce qu'on a perdu le champ de la construction des convictions. L'émotion est une réaction. La conviction est une construction. Et l'on voit bien qu'il faut que nous retrouvions le sens de la controverse, et non pas du débat pour le pouvoir, mais de la controverse pour voir la vérité qui est grise, qui n'est ni blanc ni noir, comment la construire. Et ça pose tout ce que vous évoquiez ce matin. La nécessaire transparence dans celui qui émet un avis. Et comment l'unité de l'émetteur peut se concilier avec la diversité des récepteurs. Et la notion du crédit devient fondamentale comme facteur de stabilisation. Je ne veux pas jeter d'opprobre, mais le rapport sur la compétitivité de la France, si je le donnais à quelques politiques qui sont aujourd'hui porteurs d'une image de corruption, et à M. Gallois, n'a pas la même capacité de percolation. Et l'on voit bien donc que la qualité du message sera peut-être quelquefois moins importante que la qualité du porteur et de l'émetteur de ce message par le crédit que veut bien lui apporter une partie des populations ou une partie des salariés. Et c'est là où ce que vous évoquiez, monsieur, c'est que je crois que l'émetteur ne peut plus être unique. Il doit y avoir une appropriation avec une percolation descendante. Moi, je suis en train d'essayer de mettre sur pied un projet de société qui est celui du système des retraites. J'ai effectivement pas du tout évoqué, on a écarté, vous n'entendez jamais chez moi parler de réforme, mais de projet de société qui a du sens, qui rappelle l'histoire, et qui, par les 2 ans qu'on vient de passer, a parié sur l'intelligence des partenaires sociaux, a parlé sur l'intelligence des journalistes, a parié sur l'intelligence des citoyens et a parié sur l'intelligence des politiques. Et je pense que le monde de demain est un monde de l'intelligence. La richesse d'un État, la richesse d'une entreprise, c'est la richesse des hommes. Et ça veut dire que culturellement, si nous sommes d'accord sur ce principe, alors l'élève qui a raté, son examen n'est pas un raté. C'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Que le chômeur est une intelligence mobilisable. Que l'handicapé est une intelligence disponible. Que la personne âgée aussi. Si on a cette notion de regarder que la responsabilité d'un manager, c'est l'optimisation des capacités de chacun, nous devons à ce moment-là réfléchir à ce qu'on change les comportements, non pas par une injonction directe, mais par la réponse à la question dans quel environnement je dois mettre mes collaborateurs pour qu'ils puissent adapter leurs changements à ce que je souhaite. Et l'on voit bien que 360 degrés que vous évoquiez tout à l'heure, j'aurais rajouté qu'à cette approche de 360 degrés de la globalité, c'est-à-dire comment faire en sorte que la personne qu'on a en face de soi, c'est une femme, un mari, un conjoint, une parente, une citoyenne. On y ajoute aussi la densité du temps. La bataille de demain, ce n'est pas la bataille de l'espace. C'est la bataille du temps. Et c'est quelque chose d'assez fascinant parce que les technologies nous amènent aujourd'hui à une formidable capacité dans le même temps de faire beaucoup de choses. Vous réservez vos billets d'avion, vous avez les critiques de cinéma, etc., etc. Le télétravail. Sur ce temps que vous gagnez chaque jour, qu'en faites-vous? Vous surconsommez l'information pour la diffuser, non pas la critiquer, et vous surconsommez la lecture de vos mails. Quel est le temps que vous vous accordez pour faire un pas de côté, pour vous interroger si vous êtes dans la bonne direction? Et donc nous sommes dans un moment assez paradoxal où il y a un état, le vieillissement. Le vrai sujet, c'est la rapidité du vieillissement. Il y a de formidables bouleversements, mais qu'on n'anticipe pas. Quand on regarde
1,5 milliard de classes moyennes supplémentaires dans les 25 ans. Si 10% viennent en France, on multiplie par 3 le nombre de touristes. S'il y a, par un courant populaire, une décision de consommer, de diviser par 2 sa consommation de viande, on met l'industrie agroalimentaire, même chose pour l'avion, etc. Ça veut dire que toute notre angoisse du lendemain et du futur, et j'y reviens, qui crée un réflexe naturel de préserver le quotidien et de demander à un autre d'être ma providence. Et l'on voit bien que sur la dimension religieuse, ma providence, c'est veiller sur quelqu'un, ou c'est protéger quelqu'un, ou c'est être le hasard ou la fatalité. Je suis très réservé par cette notion par rapport à ce qui arrive de demain. Je crois qu'en réalité, plus on apportera de providence, plus on affaiblira chez chaque individu la capacité de croire en lui-même et de l'armer pour le futur. Le vrai sujet, c'est dans l'aspect éducatif, dans l'aspect de ce que vous évoquiez, sur la transparence, sur l'information. C'est comment faire en sorte qu'embarqué sur un navire, on ne craigne aucune tempête, même si le bateau coule, on sera capable de s'en sortir et de repartir dans une autre direction. Et c'est cela qui est assez fascinant, parce que ça veut dire que probablement, le sujet numéro 1, c'est de remettre en cause tout notre système. Notre système éducatif est assez paradoxal. Il juge nos élèves sur le résultat avec un travail individuel. Tout le travail professionnel de demain sera un travail collectif sur des objectifs. On est complètement à l'envers. Tout le résultat que l'on a sur le plan de la psychologie, c'est que la mésestime de soi. Or, nous nous apercevons que nos jeunes ont aujourd'hui une créativité, une inventivité absolument magnifique, mais ils ont une résistance à la souffrance de l'échec qui est absolument pathétique. Et nous ne voyons jamais arriver autant de fragilité chez nos jeunes. Ce sont des pur sang. On voit bien que ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la transparence de l'information dans l'entreprise, est-ce que toutes les procédures que l'on impose aux dirigeants ne vont pas, pour certaines d'entre elles, contre cet objectif de transparence? Parce qu'il faut respecter les procédures. Si on ne respecte pas les procédures, la procédure est cassée. Je pense notamment sur des phénomènes de plan de licenciement. Et donc, je crois que ce moment que nous sommes en train de vivre, et où la France peut avoir une chance extraordinaire. L'allemand est très bon sur le process. L'anglais est obsédé par le résultat. Le français, il est obsédé par sa capacité d'être réactionnaire. Or, le monde de demain va appartenir aux gens qui vont contester. Parce que innover, c'est remettre en cause ce qui existe. Et que le combat d'aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que l'opinion puisse être un facteur de mobilisation pour non pas subir les changements, mais construire les changements avec l'obligation qui est la nôtre de faire que la promesse du futur est largement supérieure à la remise en cause du présent. Et donc je crois que les DRH, qui sont aujourd'hui concernés très souvent par la souffrance des articulations du corps, puisque vous subissez la pression de vos dirigeants pour obtenir des résultats, et l'expression de la souffrance de celles dont ceux qui vous avaient la charge. C'est que le DRH doit aujourd'hui apporter à ses dirigeants la capacité de comprendre que le capital humain, si on veut le mettre au service, y compris d'une vision capitalistique de la performance, c'est qu'on doit passer de la performance à l'épanouissement. Je ne mettrai même pas la notion de bien-être. C'est la notion d'épanouissement. La notion d'être heureux de vivre. Mais vous voyez tout l'effort qu'il y a à faire. Souvent, je prends cette petite plaisanterie qui fait que quand vous êtes au Canada, votre conjoint vous embrasse quand vous partez au travail en vous disant « enjoy », et en France, elle vous dit « bon courage ». Oui, mais j'attire ça. Combien de fois, moi, je m'occupe des retraites, il y a 10 ans, les gens pleuraient en partant à la retraite. Maintenant, c'est ceux qui restent qui pleurent de voir ce copain partir à la retraite. On a un problème, quand même. Et que je n'arrête pas d'entendre parler de pénibilité, etc., ce que je peux comprendre, mais je sais que certains syndicats s'en occupent. Comment redonner le goût du travail?
Mais le goût du travail, pas comme bonheur de travailler parce que c'est un statut social. Les Anglais ont une magnifique approche du travail. Ils sont deux mots, labor et work. Il y a évidemment la dimension statut social, rémunération, position dans la société. Mais il y a surtout l'œuvre. Ce qu'évoquait tout à l'heure, que l'ouvrier, le fraiseur, soit fier de l'œuvre qu'il a accomplie. Alors que très souvent, on dit il faut que je respecte mon horaire, et non pas il faut que je respecte la qualité du travail que l'on m'a demandé. Donc cette évolution culturelle est magnifique, parce que si nous sommes convaincus de cette formidable capacité que l'on aura de s'adapter, que le monde de demain n'appartiendra ni aux plus puissants, ni aux plus anciens, mais à celles et ceux qui seront capables de se remettre en cause, eh bien, retrouvons ce goût de l'aventure, soutenons celles et ceux qui prennent des risques, et c'est là où la providence. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas protéger quelqu'un pour protéger quelqu'un, il faut offrir à quelqu'un un parachute, si trajectoire, etc. Et donc retrouvons ce goût de l'aventure, ce goût du risque, en faisant en sorte, y compris au moment où le transhumanisme est en train de nous laisser croire que le robot peut optimiser l'individu, le robot peut optimiser ses capacités de l'individu, mais il peut fragiliser de façon extraordinairement durable le collectif. Et je terminerai sur 3 exigences auxquelles nous devons être absolument attentifs. Comment faire en sorte que l'homme de demain reste libre, responsable de ses choix, parce qu'il aura pris le temps de construire ses convictions, et non pas de construire ses convictions sur des réseaux sociaux qui vont le conforter dans la vérité qu'il a envie d'entendre plutôt que la vérité sur laquelle il devrait se positionner. Le deuxième élément, ne jamais oublier que l'homme est un animal grégaire et que nous avons tous besoin physiquement de l'autre. C'est dans l'autre qu'on se reconnaît soi-même. Et si on ne se respecte pas, on ne respectera pas l'autre. Et le rejet de l'altérité, c'est en partie le rejet d'une part de notre humanité. Troisième élément, c'est que l'homme est un animal transcendantal. Pas forcément religieux, transcendantal. Ma vie est liée à ma mort. Quel est le sens que je donne au temps que je vis? Le sens. Mais le sens, ma résonance personnelle. Et c'est très difficile parce que quelquefois chacun donne une dimension du sens différent. Puis le dernier élément, qui est l'élément probablement qui me touche le plus, c'est que dans une société, la richesse d'une société, au moment où on est obnubilé par la performance et par l'accompagnement robotisé d'être performant, donc d'éliminer ceux qui ne le sont pas, c'est que la richesse d'une société passera par le regard qu'elle portera sur les plus fragiles, les plus vulnérables et les plus faibles. Et je crois que c'est à cette formidable opportunité humaine que nous allons devoir nous livrer dans les années qui viennent, avec un sentiment qui est réapparu, imposé par la réalité des choses, c'est le sentiment de la fragilité. Fragilité de la nature, fragilité de l'humain. N'oubliez pas que ce pourquoi on a envie de se battre, c'est ce que l'on a peur de perdre. Et ce que l'on a peur de perdre, c'est ce à quoi on accorde la qualité de la fragilité. Merci. Merci beaucoup. Jean-Paul Delevoye. Toujours aussi passionné et passionnant, Jean-Paul, on t'écouterait des heures. Tu parles de se projeter de façon positive. Outre ce que tu prépares pour le 18 juillet, jour de la Saint-Frédéric, ça m'interpelle. Tu es président d'honneur de Parallax, le think tank de EP Éducation. 35 écoles, évidemment le groupe IGS. Cher Roger, c'est EP, c'est cet acronyme qu'on aime beaucoup, hein, humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme, qui sont les valeurs fondatrices du groupe que tu as créé. Et Jean-Paul, c'est quelque chose d'important. Peut-être qu'on peut voir le film. Alors, tu je en vais parles peut-être d'abord en parler une seconde, et parce qu'après, On va je regarder le demanderai film. aussi à Roger. Je voudrais que vous regardiez, d'abord, en réalité, Roger Serre, avec lequel nous avions partagé autour d'un ami qui a malheureusement disparu, l'importance de l'enseignement musical. Là aussi, c'est intéressant. Dans l'accompagnement des personnes, le cerveau est fait pour le son, pas pour la parole.
On voit des bébés chanter dans le ventre des mamans quand on passe la musique. Et le bébé reconnaît la voix de sa maman. Et il doit décoder le langage. Donc vous voyez, quelquefois, l'environnement dans un son est important. Donc je voudrais, Roger Serre dire un mot, et je voudrais que vous voyiez Marie-Pierre Wakil et Karine, je ne sais pas où elles sont. Pardon, regardez, les deux mains qui s'agitent, mais je vais demander de les avancer. Avancez Marie-Pierre et Karine. Tu veux qu'on regarde le film Parce pendant qu'elles arrivent? On va regarder le Allez, film. on regarde le film. Regardez ça, c'est assez fascinant. Voilà, et on se retrouve après, puis après on part déjeuner. Venez nous rejoindre et les images. Reste avec nous, Jean-Paul. Roger, monte. Voilà, le film arrive. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Pierre, Karim et toute l'équipe d'HEP qui ont compris qu'aujourd'hui, le monde n'appartiendrait pas à ceux qui sont les plus puissants ou les plus anciens, mais ceux qui sauront se remettre en cause. Et qu'on a besoin aujourd'hui de révolutionnaires, d'innovateurs, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui acceptent de faire un pas de côté pour savoir si on va dans la bonne direction. Le cerveau humain est une chambre d'écho de l'autre. C'est-à-dire que nous apprenons par les autres. On ne peut pas apprendre tout seul. On apprendra mieux si on est avec ses pairs. Plutôt que de mettre les individus en compétition, en particulier les élèves et les étudiants, est-ce qu'on peut les inviter à coopérer et à être des acteurs où, au lieu d'être en compétition sur les savoirs d'hier, ils peuvent coopérer pour créer ceux de demain, à partir des questions d'aujourd'hui. Je crois que lorsqu'on a compris que la vie est votre maître, eh bien la vie est un apprentissage permanent. Et apprentissage, il faut toujours l'écrire en 2 mots. Apprenti, espace, sage. Et quand on est un apprenti sage, eh bien, tout ce que vous recevez de la vie, vous avez des choses à apprendre. Le fait d'apprendre, c'est pas juste qu'on maîtrise le sujet, c'est qu'on se met à trouver de nouvelles sources de plaisir et d'émotion. 3 conseils. Consacre un tiers de ton temps à t'enrichir en te regardant toi-même. Passe un tiers de ton temps à t'enrichir avec celui à qui tu apprends. Et passe un tiers de ton temps avec ton maître qui t'apprend. L'élève qui a jadis été un petit peu relégué dans les marges du système éducatif, tout à coup entre au cœur de l'enseignement du XXIe siècle. En entrant au cœur de ce système, il est aussi confronté à des problèmes d'océan informationnel qui fait qu'on a du mal à se repérer. Et en unissant nos forces, Parallax et Uzbek Erika, je crois qu'on a réussi, en tout cas je l'espère, à dégager des pistes pour un meilleur avenir éducatif. HEP Éducation repose sur 2 convictions. La première, c'est que le modèle éducatif de demain sera articulé autour des valeurs pour accompagner et développer le potentiel humain de chacun. Et la deuxième, c'est que l'éducation dépasse le seul cadre de l'école et qu'elle concerne toutes les parties prenantes de la société. C'est fort de ces 2 convictions que nous avons créé Parallax, le think tank de HEP Éducation. La question maintenant, c'est comment partager et porter au débat public toutes les questions, toutes les réflexions que nous avons menées. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en collectif pour être, dans les années à venir, l'exemple de cette société éducative qu'attend le monde, basée sur la générosité, basée sur la collaboration et basée sur le transfert d'expérience entre les générations. Voilà, merci. Je suis Voilà, je suis embarqué depuis 3 ans. Voilà, Marie-Pierre. Mettez-vous tous dans la lumière devant, devant les fauteuils. Voilà, Voilà, on vous voit, ou derrière les fauteuils. Voilà, mais Marie-Pierre et oui. Karine. C'est à Karine que l'on doit Roger, vas-y aussi, le nom s'il te de plaît. Parallax. Et pour ne pas allonger, je vais demander maintenant à Roger qui veut bien donc conclure cette matinée. En remerciant vraiment Marie-Pierre et Karine, parce que ça veut dire que Roger a eu cette volonté. Nous sommes en train d'imaginer
d'embarquer ça dans tous les campus. Et donc je remercie les directeurs, les professeurs, les élèves. Ça se passe remarquablement bien. Et donc pour vous les entreprises, pour vous les DRH, nous sommes à votre écoute et l'équipe de Roger à sa disposition pour que nous puissions regarder comment embarquer chez nos futurs dirigeants que la maîtrise des chiffres vaut moins que la maîtrise des hommes. Merci. Bon, on va faire court et simple. Vous voyez ces sourires. Vous le savez, je vous le dirai juste en vous remerciant tout à l'heure. Depuis 45 ans, nous nous battons sur de la pédagogie. Et la transformation de notre monde, il est pleinement et uniquement dans la pédagogie. Donc, à force d'essayer de faire, et pas trop de parler, avec nos 14 000 apprenants chaque jour, nos 10 000 apprentis, de tout niveau. Hein, nous allons du haut niveau, on a commencé par du haut niveau, vous avez un témoignage de nos 18 000 DRH, et puis nous allons dans les très très bas niveaux, 4 000 jeunes dans les banlieues, avec des couteaux à cran d'arrêt, mais tellement d'espoir dans le cœur. Donc, notre problème numéro 1, au quotidien, c'est la pédagogie de l'encouragement. C'est la pédagogie de l'encouragement, c'est important parce qu'il faut que les gens, que les jeunes et les adultes éloignés de l'emploi soient les entrepreneurs d'eux-mêmes. Sauf qu'on a un gros problème, c'est que c'est facile à dire, mais quelle est l'interactivité entre l'humanisme auquel on croit tous, que l'on pratique tous, et l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il y a aussi tout ce qui est art, puisque les vrais entrepreneurs, ce sont quand même les artistes, parce qu'ils partent de rien, ce ne sont pas des managers. Les managers, ils ont l'argent des autres. Mais les vrais entrepreneurs, ce sont des artistes. C'est cette pédagogie entre l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme, c'est être pro. C'est bien d'avoir un beau geste, mais il faut aller en être fier. Cette pédagogie, honnêtement, on en parle beaucoup, on ne sait pas. Et donc, avec un ami de 40 ans, avec Jean-Paul, avec qui on essaie de continuer à se battre, le Comité national de l'éducation artistique, pour effectivement faire en sorte que l'art soit de plus en plus présent à tous les niveaux, et aussi, j'espère, dans l'enseignement supérieur. Bon, cette pédagogie-là, je leur ai dit, écoutez, on arrête d'en parler. Comment enseigne-t-on l'encouragement permanent? Voilà ce qu'ils font, et je repasse. Je te repasse. Parce que nous avons la chance, en octobre, nous vous présenterons les résultats d'un think tank qu'anime Jean-Paul, avec effectivement d'autres amis. Gilles y contribue aussi, Jean-Marie. Mais c'est vrai, tout est pédagogie. Et on aura besoin de plus en plus de vous. Parce que si on veut inventer ce monde nouveau, merveilleux, dont vous avez tous parlé, eh bien, il faut quand même qu'on traduise tout ça au quotidien par l'accompagnement. On a tous dit l'accompagnement, mais c'est pas aussi évident. Affaire à suivre au mois d'octobre. Merci à vous quatre. Merci infiniment. Et merci à Jean-Paul.